et bienvenue dans cette nouvelle discussion, cette nouvelle rencontre virtuelle. Aujourd'hui, on va parler des collégiens. Alors, c'est un peu, on parle tout souvent de l'âge ingrat. On n'est pas le même quand on rentre en sixième que quand on sort en troisième. Et donc, voilà, il y a une transformation, c'est une période de mue. Et pour parler de ça, aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Sandra Saint-Flou, que je vais laisser se Bonjour. présenter. Hello Sandra. Salut, bonjour à tous. Moi, je suis Sandra Saint-Flou, donc je suis professeure de français en collège et plus particulièrement en sixième et aussi praticienne en psychopédagogie positive depuis presque 10 ans maintenant. Ouais, ça va faire 10 ans, ouais, Ouais. exactement. Donc, tu as cette double casquette, effectivement. Et moi, je trouvais intéressant de parler avec toi. Tu t'es formée à d'autres approches ensuite, hein. Voilà, tu as une appétence sur la question des émotions aussi. Et donc, on va parler de cette tempête émotionnelle qu'est le collège et puis ce décalage. Parce que, en fait, quand les enfants sortent de primaire, moi j'ai eu une discussion sur la question du primaire, en CM2, on les a formés à devenir de bons petits collégiens, mais on leur demande tout d'un coup d'être autonomes. Et au final, on sait bien que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que du jour au lendemain, eux, ils ne sont pas préparés à je sais pas, un collège qui change, avoir plusieurs profs, etc. Et pourquoi ce décalage-là, ça vient frotter, c'est difficile, parce qu'ils sont complètement en construction. Moi, j'aime bien l'image que tu donnes de un collégien, c'est pas le même en sixième et en troisième. En revanche, un collégien qui rentre en sixième, c'est à peu près le même que celui qui a fini son CM2, parce qu'il ne s'est rien passé entre les deux, à part des super vacances qui font qu'on est d'abord au repos et on lâche un peu tout. Et ça crée une friction parce que d'abord, il y a vraiment cette idée, ce mythe un peu de l'autonomie. Moi, j'entends beaucoup de familles, je suis professeure principale en sixième depuis assez longtemps, et les familles, et tout le monde entretient cette idée que ça y est, maintenant c'est le collège, on va travailler tout seul. Et ça, c'est un double mythe. D'abord, il y a l'idée que l'autonomie, c'est faire tout seul. Et aujourd'hui, on sait quand même un petit peu que l'autonomie, c'est pas tout à fait quand même ça. C'est arriver à prendre des décisions sur ce que je fais, mais pas nécessairement forcément toujours être tout seul. Et pourquoi en septembre, je ferais tout seul alors qu'en juin, je ne faisais pas vraiment tout seul. Oui. Donc déjà, il y a ça. Il y a remettre en perspective que l'enfant qui rentre en sixième, il n'a pas beaucoup grandi par rapport à celui qui a fini le CM2. Alors c'est vrai que ça, vraiment très clairement, les enfants sont de mieux en mieux préparés à cette sixième. D'abord parce qu'au niveau institutionnel, c'est la fin d'un cycle. C'est un peu curieux. C'est le début de tout. C'est le début du collège. Mais c'est la fin du cycle 3 des apprentissages. Donc déjà là, il y a un décalage un peu bizarre entre le début et la fin de quelque chose. Ils sont de mieux en mieux préparés par nos collègues de primaire, ça vraiment, et nous, on le voit de manière unanime, mais malgré tout, ils ont primaire plus 2 mois, et en plus, c'est 2 mois de vacances. Donc, les attentes sont peut-être à revoir un peu. Et en plus, ils sont en train de grandir. Et il y a une comparaison que j'adore, c'est parfois quand on voit un jeune de sixième ou de cinquième, enfin, physiquement, ils grandissent tellement qu'on peine à les reconnaître en quelques mois. Et alors juste, est-ce que si on se dit dans la tête, dans le cerveau de nos petits sixièmes, il se passe pareil, c'est assez compréhensible de dire qu'ils ne vont pas pouvoir faire traiter toutes les tâches en même temps. Il y a beaucoup d'applications d'arrière-plan qui tournent, quoi. Donc voilà, l'autonomie de l'élève de sixième, il y a une petite part de mythe parce qu'ils sont quand même aussi très vulnérables. C'est-à-dire qu'ils rentrent, ils découvrent un fonctionnement nouveau, ils ont 10 professeurs là où ils en avaient 2 ou 3, ou voilà, max 3 quand même, avec le sport, l'anglais maintenant quand même en primaire. Mais ça veut dire aussi 10 méthodes de travail parfois différentes, 10 attentes différentes, 10 contraintes de matériel différentes. Déjà ça, waouh, c'est déjà énorme. Ouais. Il y a un autre sujet aussi, parce que tu parles de l'autonomie, là, c'est vrai qu'on attend beaucoup en termes d'autonomie, en sachant pas trop ce qu'on met dessus, parce que ça peut être savoir faire ses lacets, préparer son cartable, etc. Oui. Mais il y a une autre chose, c'est que les élèves qui rentrent en sixième, ils ont la sensation d'être grands, et puis tout au long du collège, ils ont la sensation d'être grands, donc ils vont avoir un peu, ils vont venir un peu challenger l'autorité. Il y a voilà, un peu de crise d'autorité. C'est voilà, maintenant je suis grande, donc je vais un peu m'opposer. En quoi
toi, ton regard d'enseignante, elle nourrit ta pratique de psychopéda et ta pratique de psychopéda nourrit ta posture d'enseignante face à des élèves qui peuvent être potentiellement en crise d'autorité. Donc, on n'est pas seulement sur délivrer du contenu, mais arriver à manager un groupe classe ou des individus qui sont un peu, qui peuvent s'opposer, quoi. Bah, si tu veux, en tant qu'enseignante, je vois l'élève de 6e arriver avec sa maison sur le dos. Il est encore petit et alors il y a ça aussi. Il est le plus petit alors qu'il était le plus grand de son école. Donc il y a la volonté systémique de se faire quand même une place, de s'imposer, donc de se faire un peu grand. Et puis comme l'injonction, ou en tout cas l'attente, c'est il faut que tu sois autonome, bah, il y a un peu un encouragement à devenir plus grand. Mais bah, il ne l'est pas. Il découvre tout le système. Donc, ma vision d'enseignante, elle me permet de comprendre ça et de mettre ça en perspective avec un côté assez vulnérable au niveau émotionnel parce qu'il y a une vulnérabilité qui est liée à l'expérience. Je débarque au collège, je n'ai aucune expérience. Il y a une vulnérabilité qui est liée à la physiologie, c'est-à-dire mon cerveau est en construction et ben, je ne suis pas équipée complètement, un petit peu, mais pas complètement pour répondre à toutes ces attentes et à me faire une place. Et puis, il y a aussi la dimension sociale qui est, et ça c'est très important à rappeler, j'arrive en 6e, je dois me refaire une place dans un groupe classe de 6e. Et ça, c'est pas facile. Je vais questionner l'autorité. On me demande d'être grand, donc je vais la questionner sans nuance parce que, encore une fois, au niveau cérébral, je suis pas équipée pour les nuances pour l'instant. Donc, puisque je suis autonome pour faire mes devoirs, je vais tout questionner. Et puis, il y a un grand besoin de sens aussi qui est là. Donc, à l'inverse, en tant que psychopéda éclairé par tout ça, remettre un petit peu du sens, donner quelques outils de gestion émotionnelle, de dire, bah, si on re-questionne le comment ça va au collège quand tu es le plus petit, que les grands viennent me voir, quand on me demande de faire tout seul, mais que je ne sais pas vraiment, que je ne me sens pas forcément bien, remettre du sens, remettre des outils de gestion émotionnelle vraiment, et puis reposer la zone où je peux faire seul, quoi. Mais le mot autonomie dont on parle, il est vraiment fondamental de dire, OK, finalement, qu'est-ce que je peux faire tout seul? Et puis, en psychopéda, il y a aussi, là, on parle du collège, mais il y a vraiment ce truc de le collège et ailleurs, parce qu'on voit aussi, par exemple, des collégiens qui ont envie d'être autonomes, mais qui te disent que ils n'iront pas acheter du pain tout seuls, il n'y a pas d'autonomie par ailleurs. Et ça aussi, on peut en discuter pour remettre un petit peu de cohérence et se demander, avec l'accord de tous, comment on envisage cette autonomie-là. Mais un périmètre bien délimité de ce que c'est, que ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit de faire, et remettre du sens dans tout ça. Oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est que souvent, c'est demandé, hein, cette question d'autonomie. Et dans nos cabinets, quand on reçoit des collégiens et qu'on questionne sur la question de l'autonomie au quotidien, est-ce que tu fais ton lit, tu choisis tes affaires, tu vas chercher le pain, tu fais… Et là, on voit que en tant que personne hors école, il n'y a pas d'autonomie du tout. Les parents font tout pour en disant oui, mais non, les pauvres, parce qu'ils sont fatigués, on leur demande beaucoup à l'école, on ne va pas les charger, mais on ne les autonomise pas. Et puis, de l'autre côté, on leur demande d'être très autonomes. C'est une injonction paradoxale parce qu'on dit grandis, mais grandis pas, quoi. Donc ça va, c'est très compliqué. Et c'est vrai qu'en psychopéda, on a vraiment à cœur de dire que les deux ne sont pas séparés. Un enfant n'est pas qu'un élève, un élève est aussi un enfant, etc. Donc, voilà, ça doit aller avec un développement général. J'ajoute quelque chose, tu vois, en psychopéda aussi, j'ai souvent un dialogue qui est très intéressant et fructueux avec les familles. C'est la question du questionnement ouvert. De dire, bah, si je demande à mon enfant d'être autonome, donc égal, faire ses devoirs tout seul, mais que après je vérifie tout ce qu'il a fait, on corrige tout ensemble, là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du paradoxe. Et souvent avec les familles, ce truc du questionnement ouvert, de dire, mais finalement, pourquoi on ne poserait pas plutôt des questions ouvertes à son enfant? Moi, je comprends parfaitement le besoin des parents de dire, bah, il faut quand même que je regarde un peu ce qu'il a fait. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a une façon qui peut être un peu plus ouverte de, tiens, pourquoi tu as fait ça de cette façon-là? Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Qui sort un peu de la vérification
qui nuit quand même à l'élan d'autonomie, quoi, Oui, j'ai fait tout seul. comment tu as fait pour faire ça? Mm. Qu'est-ce que tu as fait en premier? Voilà, des choses comme ça où on s'intéresse. On ne vient pas seulement contrôler, parce que sinon, on est dans une forme de micromanagement que les Un peu. parents détestent au quotidien dans leur travail, hein. Mm. Et ils font la Ouais. même chose à la maison. Il y a aussi une dimension qui est que donc les émotions, tu l'as dit, on le sait, les émotions, c'est la grosse pagaille pour Mm. un certain nombre d'années d'ailleurs. Donc, il y a une immaturité émotionnelle. Donc, on va attendre d'eux qu'ils sachent gérer leurs émotions, parce que c'est ce qui est beaucoup demandé, hein, du Mm. côté des parents ou des enseignants aussi, qui considèrent, voilà, à juste titre ou pas, que c'est pas leur souci, la partie émotionnelle, ils sont là pour autre chose. Et on leur demande de penser de manière raisonnable. Dans les faits, au quotidien, qu'est-ce que tu observes vraiment? Parce que là, Alors, moi, dans les faits, si je démarre un cours et qu'il y a eu, alors, au bas mot, un sac de sport perdu, au pire, une embrouille entre des copains, moi, je sais que je peux ranger mon cours, en fait. C'est-à-dire que soit je me satisfais de me dire, ils m'écoutent, mais en fait, ils m'écoutent pas. Donc, les émotions, ça prend toute la place et ça m'inspire d'abord une question qui est, tu as raison, on considère qu'ils doivent gérer. Ma question est, à quel moment ils apprennent ça? ouais, À quel moment on leur dit aujourd'hui, on va s'intéresser. En fait, la question de la régulation des émotions, elle fait vraiment partie de l'enseignement des petites classes. Les collègues, moi j'ai la chance de travailler dans un ensemble scolaire où il y a des classes de primaire et de maternelle, et les collègues disent, mais en maternelle, on fait ça toute la journée, le vivre ensemble, les émotions. Après, quand même, on le perd un petit peu de vue parce qu'il y a ce truc des programmes, oui, voilà, qui prend beaucoup de place en partie à juste titre, mais voilà. Et on considère qu'ils savent le faire. Ma question, c'est à quel moment ils ont appris à le faire, premièrement. Et deuxièmement, en fait, ils ne sont pas équipés, le cortex, il n'est pas fini, donc ils ne sont pas équipés pour réguler, moi je déteste le mot gérer, pour oui, réguler leurs émotions. Et donc, dans une classe, quand on prend 5 minutes, 10 minutes pour faire un temps de météo émotionnel, et ben, on s'aperçoit qu'on ne perd pas du temps, on en gagne, que chacun puisse déposer, soit en le verbalisant. Alors, chez les petits, ça marche très bien dans une classe de dire, c'est quoi la météo de chacun? On peut avoir 10 minutes et si on ne cadre pas, ça oui, peut durer toute l'heure, hein. oui, Mais en même temps, ça permet de mieux travailler après. Mais ça s'apprend. oui, Et ça, c'est vraiment les outils simples de la psychopédagogie qui permettent de dire comment on se sent. Et moi, j'ajoute une chose qui est que je pense qu'on fait aussi le programme quand on fait ça, parce qu'on oui, on déploie des compétences de vivre ensemble, des compétences citoyennes, de dire si le voisin d'à côté, il est orage, ou une fois, j'ai un élève qui a dit je suis éclipse parce qu'il était, je pense, au dernier degré de sa fatigue. Si mon voisin il est éclipse, peut-être je vais me comporter un peu différemment avec lui, avec un outil qui est très simple de c'est quoi votre météo, de l'ouvrir, de dire voilà, je suis orage à combien? À 5 sur 10, ok. Et puis de dire voilà. Et puis chez les plus grands, parce que le collège, c'est pas que le début du collège, ça peut aussi être voilà, dans une classe de troisième, on va moins aimer dire devant tout le monde, et c'est normal, hein. De dire juste posez-vous la question chacun, ok, c'est fait, et maintenant on peut démarrer. Et, et voilà. Et ça et sans suffit, en avoir fait. à justifier, moi j'aime bien dire, voilà, où est-ce que tu en es là maintenant, c'est comment ta météo, et si la météo c'est orage ou pluie, ça va s'arrêter là. Bien sûr. Si tu souhaites m'en parler, tu peux m'en parler, mais quand on est en consultation à deux, c'est facile. Avec une classe complète, c'est pas possible. Et je trouve qu'on n'a pas à savoir, c'est aussi le respect de dire, je vais faire attention à toi parce que je sais que pour toi, c'est difficile, alors que pour ton collègue à côté, tout tu as l'air d'aller très bien. Donc, c'est pas que je m'en occupe moins, mais je sens qu'il a moins besoin. Mais par contre, je vais pas te demander de te justifier sur ton état intérieur pour respecter tes frontières d'intimité. Exactement. Tu vois, c'est vraiment, et tu as raison sur les plus grands, les troisièmes, de dire, pensez-le, ok, même peut-être imaginez que vous déposez votre préoccupation dans une boîte imaginaire que vous allez déposer dans un coin de la pièce. Juste de dire, faites de la place pour que ça puisse être, pour qu'on puisse penser la Qu'on leçon. puisse travailler. Et il y a deux choses, c'est de leur dire que ce qui fait du bien, c'est de se poser la question, qu'il n'y a pas à verbaliser,
que personne n'est obligé de le faire, ça c'est très important, quel que soit, de dire, bah voilà, ceux qui ont envie de, et puis bah, si on n'a pas envie, on n'a pas envie, et puis de toujours faire le lien avec ce pourquoi on est là, c'est-à-dire bah, on est là pour apprendre ensemble, Ouais, et si j'ai déposé d'une manière ou d'une autre ou pas parce que j'ai pas envie aujourd'hui, et ouais. bah, c'est ok tout pareil. Et la météo émotionnelle, c'est vraiment un outil super qui est dans le respect de chacun, vraiment, mais qui permet de mieux travailler après, quoi, ça c'est sûr. Parce que, voilà. Et puis, les élèves, ils sont toujours très curieux au niveau neuroscientifique, juste d'apprendre ça, de dire, Oui, ben, vous savez, vous avez peut-être l'impression que parfois, c'est un peu compliqué, pas tous les jours, mais parfois. Et en fait, il y a quand même une explication. oui, Donc, oui, oui. voilà, il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas de. Cette explication, elle ne vient pas de moi, elle est. Voilà, c'est la communauté scientifique. On sait que bah, vous êtes en train de grandir physiquement, mais vous êtes aussi en train de grandir à l'intérieur. Ça ne se voit pas, mais. Et ça, ils adorent ça parce que ça remet encore une fois du sens aussi sur Oui, oui, certaines de leurs je activités. pense que ça les sécurise parce que justement, Bien sûr. j'allais te parler de ça, de la tempête émotionnelle, de dire comment, avec la psychopédagogie positive, on peut aider l'ado à pas à se laisser complètement submerger. Parce que quand on dit accueillir les émotions ou apprendre à les réguler, c'est pas ah ben je suis en vrac, donc je vais jouer mon émotion, quitte à la déborder sur tout le monde. C'est pas possible parce qu'on est en groupe, et en même temps ne pas complètement l'étouffer en disant bon calme-toi là, c'est bon, ça va 5 minutes, reprends-toi. Tu vois, il y a vraiment sur l'échelle, il faut vraiment être fin. Et comment on fait? Parce que les adolescents, eux, comme on l'a dit, ils ne sont pas complètement aux commandes de ce qui les submerge. Ben, Donc, il y a la météo, mais il y a d'autres choses peut-être pour accompagner. il y a la psychoéducation, d'abord de leur expliquer. Il y Ouais, a, je pense, un moment vraiment hyper important au tout début de leur expliquer que l'émotion, c'est pas le comportement. Je peux être très, très en colère, je peux apprendre avec la météo des émotions à repérer ma colère, mais même si je suis très, très en colère, le comportement, c'est autre chose. Et il y a des règles, voilà, il y a des règles au collège, il y a des règles à la maison, il y en a tout le temps, il y a des lois, etc. mhm, Et puis après, il y a une chose dont on ne parle pas encore beaucoup, mais là, je vais mettre les pieds dedans. Au collège, il y a la question des relations et d'apprendre, par exemple, à communiquer avec bienveillance, de découvrir les outils de formulation des besoins, ouais, ces choses-là, de dire, ben, quelle que soit mon émotion, ok, je vais pouvoir réguler mon comportement avec de la communication positive parce que j'ai appris à formuler mes besoins. Je mhm, vais pouvoir faire un exercice de respiration parce que je sais que ça va m'aider et qu'il y a des moments, l'émotion va être tellement forte que bah, voilà, je vais prendre un temps pour moi et je sais que la respiration, la technique du scan corporel où je vais simplement voilà, mhm. me mettre dans un coin, etc., pour faire redescendre, parce que c'est une chose de savoir que ça peut monter très fort, mais clairement, ça explique, ça n'excuse pas ce que après je pourrais faire Oui, au oui, nom de mon immaturité cérébrale. Et ça, c'est hyper important aussi de leur dire, la météo des émotions, ça te permet d'identifier. Le curseur de 0 à 10, ça permet vraiment d'évaluer, mhm, voilà, de nommer aussi les émotions. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, hein. mhm. Moi, je suis prof de français, donc c'est très facile, ça fait partie de mes programmes. Ouais, De dire, mais une fois que j'ai nommé mon émotion, ça va déjà mieux. Quand elle est, et c'est souvent le cas au collège, quand elle est en lien avec mes relations, bah, je vais faire un peu de communication bienveillante et je vais apprendre à dire, voilà, je ressens ça, j'ai besoin d'eux, et je te formule une demande. Et quand rien ne va plus, parce que parfois rien ne va plus, ouais. bah voilà, je vais me mettre un peu à l'intérieur de moi, je vais respirer tranquillement, je vais faire de la visualisation positive, je vais remettre dans un lieu un peu qui pour moi est un lieu calme, etc. Des petits outils qui permettent de faire redescendre les choses et de pouvoir continuer la journée, quoi. Oui, oui, tu as raison. Moi, j'aime bien ça, quand tu dis effectivement qu'on n'apprend pas suffisamment à dire l'émotion, c'est toujours OK. Et le comportement, ce qui en découle, parfois c'est OK, parfois ça l'est moins. Et de vraiment faire cette distinction. Moi, j'explique bien ce que je reçois en disant, tu as le droit d'être en colère, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, il va falloir que tu apprennes à le formuler d'une Mmh. certaine façon parce que si tu laisses aller ta colère dans tous les sens, les conséquences, elles risquent de se retourner contre toi. Ah bah oui. Il va y avoir des conséquences négatives à ta colère, alors que la colère en soi n'est ni négative ni positive. Mais je dis la même chose aux parents, je dis, vous savez, la joie, c'est pas mieux, parce que si je suis hyper joyeuse et que je me mets à sauter Mmh. partout et que je m'ouvre la tête sur le coin de la porte, eh ben, mais les conséquences d'une émotion qui
visiblement est plus agréable à vivre, elles vont être assez négatives aussi parce que je vais me retrouver avec 5 points de suture. Donc, de vraiment faire cette distinction émotion, comportement qui en découle, ça permet de comprendre et puis qu'eux-mêmes soient un peu la sentinelle en disant oui, 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 là, ouais, ok, ça va pas trop, mais je vais pas me laisser déborder parce que ça risque de partir en cacahuète. C'est bien qu'ils s'en rendent compte eux-mêmes, tu vois. Oui, et puis dans le cadre du collège, le meilleur exemple pour leur faire comprendre ça, c'est quand ça concerne un prof. Leur dire, Ouais, voilà, on peut pas tout faire, il y a des règles, et la communication bienveillante, c'est vraiment un outil qui est quand même très ouais. important, qui peut se pratiquer à n'importe quel moment du collège, vraiment, et qui fait sens pour eux, quoi, vraiment. Mais la question du comportement, elle est fondamentale. Et quand on leur parle des émotions agréables, moi, je leur dis, vous voyez bien que l'heure avant les vacances, on est super Ouais. tous très contents. On n'est pas au mieux de ce qu'on peut travailler parce que la joie, elle est tellement là que elle nous gêne un petit peu. Et puis, de faire un peu comme une humanité aussi avec les élèves, de dire, nous aussi, quand on est enseignant, ça va être les vacances, on est très, très contents. Donc, finalement, de poser l'émotion, voilà, de dire, on est tous très contents, OK, on se dit qu'on fait ça, ça et ça. Comment s'appelle notre émotion? Parce que ça paraît bête, hein, de dire l'outil le plus important, c'est la météo émotionnelle, le fait de nommer l'émotion, mais c'est vraiment le point de départ fondamental. Oui, De oui, dire, OK, oui. notre joie, elle est là, elle est quand même à 8,5 sur 10, elle est un peu bouillante. On fait ça, on travaille bien ensemble, et puis après, on pourra laisser toute notre joie prendre toute la place, quoi. Mais du coup, moi, quand je t'entends, j'ai l'impression que ta pratique en psychopédagogie positive, elle vient remettre à sa juste place ton rôle d'enseignant, que Ouais. ça donne de l'humanité et que tu ne te situes pas comme ça. C'est je suis le prof, je sais tout et je vais un peu te mater. Et puis les élèves sont là. J'ai l'impression que ça communique plutôt j'ai des choses à vous apporter, je suis responsable de Mmh. cette classe et ainsi de suite. Et j'ai plus d'expérience sur Terre que vous. Hein. Vous avez 11 ans, 12 ans, 13 ans ou 14 et moi j'en ai bien plus. Mais en même temps, ça communique presque de cœur à cœur. Quoi. Il y a quelque chose Ça dans ce que je communique de personne à personne. Et donc, dans la personne, il y a, voilà, enfin, ça, c'est le tronc, la psychopédale, la tête, le corps, le cœur. Moi, si j'arrive dans une classe et que, par exemple, j'ai un élève qui est tombé, qui saigne, etc., ça, c'est le corps, évidemment que je ne vais pas débouler avec l'accord du participe passé au mépris de ce qu'il ressent. Ça paraît évident parce que ça se voit encore une fois. Moi, je trouve que le parallèle avec la santé physique, il est toujours très important. Oui, c'est vrai. Bon, si l'élève, il est bouleversé parce qu'il a perdu son sac de sport, je pourrais très bien me dire en tant que prof, de toute façon, le sac de sport, il est quelque part dans les murs, ça peut attendre. Parce que moi, là, il faut vraiment que je parle de l'accord, du participe passé ou je sais pas quoi, du TOD. Mais je sais que ça sert à rien, en fait. Donc, c'est plutôt une rencontre de personne à personne. Et c'est vrai que toute la pratique de psychopédagogue qui permet de les entendre quand même en individuel sur ce que Oui, c'est que leur journée au collège, ça rend quand même très, très humble sur la voilà, le menu avec lequel on arrive dans 50 minutes de cours. 50 minutes, c'est très court, ouais. mais ce que ça m'a vraiment appris, c'est de dire les 5 minutes ou les 10 minutes que tu vas passer en début de cours ou en milieu de cours, parce qu'il peut se Ouais. passer des tas de trucs. Par exemple, dans un cours, il peut neiger. Bon, s'il neige, c'est fichu. Voilà. Mais il n'y a que deux solutions. Il y a soit je l'accueille et puis Ouais. on écoute, soit j'avance, mais j'avance seule en fait. Hein. Ouais. Et Donc, voilà. il vaut mieux que tu dises ah ouais, il neige, regardez. Il Ouais. faut que tu participes avec les enfants. Et puis de dire, ça c'est quoi cette émotion? C'est un peu de l'émerveillement, c'est un peu de la joie, ça va me rappeler telle chose et tout, mais de le poser là, et puis hop, de dire, allez, on s'y remet. Mais je trouve que la pratique en psychopédagogie, quand on est en contact individuel, elle te fait tellement comprendre, Oui. elle remet tellement les choses en perspective dans ce qui se passe dans une journée de collégien, et on pourrait dire la même chose des lycéens, qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'autre choix que de l'accueillir, quoi. Ouais, 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 Voilà. exactement. Puis ça fait quand même un lien qui est chouette après avec les élèves. Oui, oui, c'est ça. Moi, c'est pour ça, ça que je disais, ça humanise. Enfin, il y a quelque chose je parlais de ça aussi, de dire, ça, on met du vivant, tu vois, dans la relation. On met, ouais, on met du vivant, on est quand même toujours au sens, moi je suis prof, hein, au sens de la motivation, mais de la vraie, de la motivation joyeuse. Moi j'aime bien dire aux parents, demander aux parents en réunion ou en cabinet,
De quel enseignant vous vous souvenez? De quelle journée de collège vous vous souvenez? C'est pas quand ils ont fait Pythagore ou le COD ou le COI. C'est parce qu'ils sont partis en voyage, qu'ils ont eu tel projet, qu'ils ont lu tel livre. Donc, on est bien toujours dans une connexion tête-corps-cœur. Ouais, exactement, de la relation. Ben justement, je voulais parler motivation et sens. Tu l'as un peu abordé tout à l'heure, à quoi ça sert, parce qu'on se rend compte que dans ces années collège-là, il va y avoir des collégiens qui décrochent. Hein, il y a un désengagement qui se passe parce qu'ils n'arrivent pas à voir, ben, si on prend ce lien-là entre Pythagore et leur vie future, comment on redonne du sens quand l'élève est en mode survie, survie sociale et je comprends pas pourquoi je suis là et de toute façon ça va jamais me servir, blablabla. Bla, bla. Comment tu arrives à réengager, sachant qu'on peut pas tous les réengager ou les empêcher de décrocher, parce qu'il y en a pour certains c'est assez douloureux, mais comment on fait pour essayer de continuer à engager un maximum? Enfin, moi, il y a deux choses, je crois, qui marchent pas trop mal. D'abord, dans le sens, il y a une question un peu de franchise. Je donne un exemple concret. C'est pas en sixième, mais quand, par exemple, tu enseignes le subjonctif en français. De poser le truc de dire, bon, mais ça, est-ce que vous l'avez beaucoup croisé? Non. Et puis après, il y a des élèves qui vont poser la question explicitement, de dire, bah, à quoi ça sert? Bah, oui, ça sert un petit peu moins que de ne pas faire de fautes d'orthographe dans ma vie de tous les jours. Déjà, de l'admettre ensemble, de dire, il y a des choses dont on se sert tous les jours, et puis d'autres pas. Ça, c'est ça, on est aussi dans une posture d'authenticité, de dire, bah voilà, moi, en tant qu'enseignante, il y a des trucs, je le fais parce que je dois le faire, mais ça peut aussi pour moi. Et quand on parle de la motivation, là, on est côté élève, mais on pourrait se tourner Oui, absolument. côté enseignant, de dire, ouais, ok, là, quand je fais ça, et puis les années passent et les élèves sont plus les mêmes. Deuxièmement, de se dire que la transmission, elle bouge. Aujourd'hui, un élève, il clique, il demande à ChatGPT et la réponse, il peut l'avoir. Voilà. Donc ça, de l'admettre aussi. Et puis, au niveau de la pédagogie, de se servir d'outils, alors là, pour le coup, les outils de la psychopéda, d'outils d'apprentissage qui sont plus joyeux, mais pas que joyeux, qui sont aussi plus respectueux de chacun. De dire, là, je donne aussi un exemple concret. OK, on lit un livre, comment je peux me souvenir de ma lecture? Parce que c'est quand même bien de s'en souvenir. Bon, bah alors moi, je vais faire une carte mentale, j'adore. Et on le voit tout de suite, il y a des élèves qui dégainent des trousses entières de feutres et on voit que d'un seul coup, cet outil-là, il permet à la mémoire de travail de bien travailler. On sent le plaisir, ça se voit dans une classe. Il y en a, ils vont attraper le sketch note. Moi, j'adore faire ça. Pour moi, c'est pas forcément lisible. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Bah là, ça correspond, etc. D'autres qui vont faire une affiche, mais de se servir d'outils qui va remettre de la motivation et aussi, ça peut paraître étrange, mais un peu de sens, parce que d'un seul coup, je vais attraper le contenu à ma manière. Le contenu en lui-même, on n'a pas beaucoup de pouvoir d'agir dessus. On a des programmes, on peut essayer de faire le lien, je parlais tout à l'heure d'authenticité, de faire le lien avec le monde réel, de dire à un élève, les figures de style, je te les apprends parce que certes, tu les trouves dans les textes, mais tu vas aussi les trouver dans la presse, tu vas aussi les trouver dans la publicité. Donc, si tu les repères, bah, c'est quand même un petit peu important. D'accord? Ça, c'est de l'éveil vraiment. Mais on ne peut pas toujours faire ça. Donc, de dire, OK, le contenu, ben, ensemble, on doit quand même admettre qu'il est là et qu'on n'a pas le droit de le changer. En revanche, la manière de l'appréhender, les outils de la psychopédagogie, les outils visuels, la carte mentale, le sketch note, même les outils de planification, ça te permet de te les appréhender d'une manière qui est la tienne. Et ça, on le voit, moi, je le vois en classe, mais je le vois aussi beaucoup en cabinet, quand d'un seul coup, un élève ou un enfant dit, ben, ça change tout pour moi. Ah bon, mais pourtant, c'est toujours la même leçon d'histoire géo que tu n'avais pas tellement envie de travailler parce qu'elle est très longue, etc. Bah oui, mais les petits pas, plus la carte mentale, et on le voit bien, on le voit très bien en cabinet parce qu'il y a un rapport individuel, mais je prends un petit bout de cet outil. Moi, des élèves qui disent, j'ai fait une carte sketch note, j'ai fait un petit bout de ci, un petit bout de ça, c'est qu'on est dans le bon territoire, c'est qu'ils se sont appropriés, et ça permet de supporter, quoi. Oui, puis de récupérer du pouvoir d'agir, comme tu dis. Et puis, c'est aussi d'aller plutôt vers la curiosité. J'éveille ma curiosité, j'ai envie de comprendre, versus je bosse parce que je veux une bonne note. Parce qu'on sait bien que la note, c'est pas une motivation intrinsèque. Personne ne dit
Juste, je veux. Alors, il y en a qui le formulent comme ça, je veux avoir des bonnes notes, je veux réussir, Ouais. mais quand on demande le pourquoi, à quoi ça va servir, etc., parfois, tu vois, c'est pas très vivant, comme je disais. Alors que quand on active la curiosité chez les enfants et qu'ils ont la sensation d'être aux commandes, en disant, moi, voilà ce qui marche pour moi, et ça fonctionne pas, Mm. euh, bah, ça les réengage, je trouve. Ils remettent la main dessus, quoi. Bah, il faut rapatrier le pourquoi de la bonne note dans de la motivation intrinsèque. Moi, je me Oui, souviens, dans ma formation de psychopéda, c'est à ce moment-là que j'ai découvert les forces de caractère. oui, Quand on explore un peu avec les jeunes le pourquoi de la bonne note mm, et puis l'environnement aussi, c'est-à-dire quand on explore un peu autour de l'élève, il y a un musicien, un joueur d'équipe de foot, etc. mm, Et qu'on dit, mais tiens, parce que tu me dis que tu n'as pas de mémoire pour apprendre, mais quand même, quand tu danses, je pense à un élève qui est danseur de hip-hop à un haut niveau, hein. Je dis, mais les chorés, tu les apprends, ah oui, mm, bah, je lui dis donc, est-ce qu'on peut pas rapatrier ça? J'ai pas de persévérance. Bah oui, mais quand je m'aperçois que dans mes forces de caractère, il y a quand même ce ouais, truc de ah ok, et donc de rapatrier au-delà du motif qui est donné, de motivation extrinsèque de je veux avoir des bonnes notes, pas parce qu'il faut avoir des bonnes notes en fait. ouais, ouais, Voilà. Mais en fait, souvent, il y a des valeurs derrière, il y a des forces de caractère. De dire, mais tu vois, ces forces, tu les as. Et ben d'un ouais, seul coup, on fait glisser vers la motivation intrinsèque. Et puis aussi, ça c'est, tu vois, on n'en a pas parlé pour le début du collège, mais du rapport au temps. oui, Les parents qui ont de l'expérience et nous, les adultes, qui connaissons le trajet, le bon collège, le bon lycée. Maintenant, il y a Parcoursup dans le game, hein, ouais, voilà. Sauf qu'un élève de collège, quand on vit avec lui, et c'est mon cas dans la semaine, son temps, sa temporalité, c'est juin. Après juin, c'est un autre monde qui va démarrer parce que nouvelle classe, nouveau groupe classe, et c'est ça qui compte. Donc la ouais, question des bonnes notes, il faut la ramener, je pense, à la temporalité de l'année. oui, Euh, et déjà ça, on gagne en motivation et en sens. Pourquoi on veut avoir des bonnes notes? Bah, parce que voilà, on veut améliorer ça, parce qu'on sait qu'on en est capable, parce qu'on a identifié dans ses forces telle et telle chose. OK. Et puis que dans la motivation intrinsèque, il y a toutes les compétences transversales. J'ai de l'intelligence sociale. mm, Euh, ah OK, quand je vais travailler, bah tiens, si je travaillais avec d'autres personnes, peut-être je récupérerais des bonnes notes, mais en mm, lien avec une motivation intrinsèque qui est ma force sociale, ouais. et de faire glisser petit à petit. Oui, c'est vrai, j'aime bien que tu parles de ce questionnaire que j'aime beaucoup des forces de Ouais. caractère, puisque l'équipe de Seligman et son équipe ont mis ça en place, les 24 forces universelles. Et il y a aussi le questionnaire pour les plus jeunes et c'est gratuit, c'est en ligne, donc c'est quand même assez chouette parce que ils sont curieux de comprendre qui ils sont, comment ils fonctionnent, ce Ouais. qui les mobilise. On dit force de caractère, mais tu as raison de dire aussi, c'est ce qu'on appelle les valeurs en action. Et ces valeurs en action, quand elles ne sont pas nourries, si j'ai, je sais pas, dans mes 5 premières forces, humour, enjouement, intelligence sociale, gentillesse, générosité, et qu'on me demande d'être en action avec personne, de ne pas bouger, il ne faut pas rigoler, machin, ben, je me fane comme une petite fleur parce que j'amène pas ce que j'ai de spécifique et de joli qui pourrait faire du bien au groupe. Donc c'est intéressant effectivement de les aider à découvrir qui ils sont au fur et à mesure parce que le questionnaire, il démarre, il y a un questionnaire spécifique à partir de 11 ans. Donc ça, c'est effectivement très chouette. On parle aussi donc d'organisation et de Ah oui. responsabilisation. On a un peu abordé ça tout à l'heure. Donc, la question de la méthode, tu le disais, on va avoir 10 profs différents, donc 10 matières différentes, 10 façons de faire différentes, etc. Donc, l'organisation, c'est un peu le cauchemar parce qu'il n'y a pas la recette miracle qui fonctionne pour tout le monde. Quel outil, toi, tu utilises, alors que ce soit des outils de gestion mentale ou des outils de pensée visuelle, etc., pour alléger la charge mentale, le fait de dire, oh là là, j'arrive pas à penser mon activité, j'y comprends rien ou je vois rien. Alors, déjà, dans la question de l'organisation, on parlait tout à l'heure du cerveau en chantier sur la question des émotions. La planification, elle n'est pas terminée non plus, hein. Ouais, Donc, c'est voilà.
Donc, le planning de travail, l'élève de 6e ou de 4e, il ne peut pas le faire complètement tout seul. En revanche, en faisant quelques aménagements avec le planning visuel, ça marche super bien, ne serait-ce que de leur faire prendre conscience de à quoi ressemble leur semaine. Quand on fait le planning de travail, moi, je leur dis, OK, avant de parler des devoirs, de ce qu'il y a à faire, est-ce que tu peux juste barrer tous les moments où tu es occupé? Donc déjà, 8h, 16h, 8h, 17h, dans mon planning, je suis au collège, donc voilà. Puis après, j'ai patinage ou piscine ou je sais pas. OK. Déjà, voilà. Ça, c'est aussi ce petit planning qui a l'air de rien. Il est super utile avec les familles de dire, on demande de prendre de l'avance, mais il n'y a pas de temps. Donc, Oui, comment on fait? Déjà ça marche très, très bien. Ensuite, ce qui est dans la temporalité, ce qui est urgent, ce que je dois faire, ne serait-ce que ça, des petits post-it, ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui peut être remis à plus tard. Déjà, ce tri-là, qui nous oui. paraît en tant qu'adulte hyper facile, hein, je sais ce qui est urgent, je n'ai pas besoin de l'écrire. Pour l'élève de collège, c'est pas si simple que ça. Oui, eux, ils mettent tout au même niveau d'urgence. Ouais. Comme je sais que je dois m'avancer, il faut que je fasse tout. Et c'est pas rare, et là, en classe, autant qu'en cabinet, de voir l'élève dire ce qui est urgent, c'est Alors, c'est encore les émotions qui s'en mêlent. Ce qui est urgent, c'est l'évaluation de SVT de la semaine prochaine, parce Ouais. qu'elle me fait peur. Ouais. Et les exercices de maths pour demain, je ne pense même pas à donc cela, on va s'en occuper à 20h30 parce que j'ai complètement oublié, voilà. Et il y a un truc qui est très nouveau, c'est que tous les ENT, tous les logiciels font que l'agenda papier est un peu relégué au second Ouais. rang, tu vois. Et du Ouais. coup, on n'a plus cette trace. On va voir sur l'ordinateur, ça a Ouais. plein d'avantages, mais en même temps, il n'y a plus ce truc très écrit qui me rappelait que les exercices de maths, en fait, c'est pour demain. Donc, Ouais. le planning visuel, c'est très bien. Les simples post-it, voilà, urgent, important plus tard, ça marche super bien aussi. Et c'est Mm. plein de surprises quand on est adulte, voilà, en prof, en psychopédagogue, mais même les familles me disent, mais c'est pas possible. Je ne pensais pas que dans sa tête, c'était comme ça. En fait, si, parce que, voilà. Ouais, parce que c'est pas en place. Les familles doivent comprendre aussi que c'est pas en place. Il va falloir attendre, il faut du temps. Il faut même revenir à son propre fonctionnement enfant. Hein. Moi, je me souviens de ma meilleure amie qui arrive en 6e avec son sac rempli de tous les manuels, tous les cahiers, parce qu'elle n'avait pas compris l'histoire de on vient que avec le matériel pour le cours précis. Mais elle n'avait pas de frère ou de sœur aînée pour lui expliquer ça. Moi, j'avais la chance d'avoir un frère aîné qui m'avait expliqué, non, non, mets pas tout dans ton sac, ça sert à rien. Et donc, tu vois, il faut s'habituer à ces choses-là, hein, parce que c'est pas inné, tu vois. Est-ce qu'on a le temps d'une petite anecdote? Ça m'est Oui, arrivé bien sûr, on il y a a 2 largement ans. le temps de l'anecdote. Ouais. Alors, donc, première journée, l'enfer pour un élève de 6e. Je passe 6 heures avec eux et on doit mettre l'année en route. Donc, voilà. J'essaye dans la journée de dire, voilà, on y va tranquillement, je répéterai tout, mais malgré tout, il faut que le lendemain, ils aient le kit pour démarrer. Ouais. Je fais l'emploi du temps. Alors, l'emploi du temps, il y a par jour. Dans beaucoup de collèges, il y a semaine A, semaine B, semaine paire, semaine Oui. impaire, ce qui ne va pas de soi. Bon. Donc, je prends vraiment mon temps, je réexplique, j'essaye de questionner, tiens, du coup, qu'est-ce qu'on fait demain, etc. Oh, ça fait quand même 25 ans que j'enseigne, je me dis, c'est pas mal. Il y a 2 ans, il y a un élève qui lève la main, un peu sceptique, et je voyais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je lui dis oui. Il me dit, bon, alors, j'ai compris, ça pour la semaine prochaine. Il me dit, mais qu'est-ce qu'on va faire après? Et en fait, il n'avait pas du tout compris que ça allait recommencer semaine après semaine. Ouais, que ça se répétait, ouais. Et là, voilà, c'était il y a 2 ans. Et je me dis, OK, donc lui, voilà, il a posé la question et je l'ai remercié. Je lui ai dit, tu sais, je te remercie. Parce que Oui. d'abord, je pense que tu n'es pas le seul à te poser la question. Et moi, je n'aurais pas pensé à le dire. Et en moi-même, je me suis dit, donc, toutes les questions qui ne sont pas posées, qui ne Oui. m'ont pas été posées et que moi, j'entrevois pas du tout parce que c'est tellement évident pour moi. Mais Oui. voilà, ça montre, enfin, ça remet, c'est une bonne leçon d'humilité, mais ça remet aussi le curseur de, OK, après, elle est marrante, hein, elle nous dit tout ce qu'on va faire la semaine prochaine, mais après, il va se passer quoi?
C'est ça. On revient Voilà, plus. C'est on peut plus trop faire après. Donc, Moi, je pense que vraiment, c'est très important de le dire que souvent, en tant qu'adulte, on est dans l'implicite. Ben oui, mais c'est tellement évident. Mais c'est évident pour notre cerveau d'adulte. C'est pas évident pour un cerveau d'ado ou de préado. Donc, faut arrêter avec l'implicite. Il faut vraiment expliciter les choses. Voilà ce qui est attendu. La consigne, c'est celle-ci. Et pas se dire, oh, bah alors, oui, parce que, en fait, comme tu le dis, ta carte du monde, c'est pas sa carte du non. monde. Et, Et sa carte du monde s'arrête à la semaine prochaine. et toujours, toujours se souvenir, parce que ça, c'est flagrant que ils ont appris pendant 5 ans, enfin même pendant 8 ans, à fonctionner avec un adulte référent. Oui. Et là, ça change toutes les 50 minutes. Oui. Bon, et ça, c'est hyper dur. Et ce que tu décris de ton ami, moi, de temps en temps, dans mon heure de professeur principal, je dis, allez, qu'est-ce qu'il y a dans vos sacs? Ben, en fait, souvent, il y a tout. Et il y a tout Ouais. jusqu'en février, mars et parfois toute l'année de sixième parce que je suis sûre de ne pas me tromper, mais ça montre aussi à quel point c'est compliqué. Oui. Voilà. Et nous, Compliqué on croit d'organiser. en tant qu'adulte qu'on va soulager les choses avec des casiers. Moi, dans mon collège, il y a des casiers, on pensait que ça allait tout régler, notamment la question du poids des cartables. Hein, parce Oui. que nous, on fonctionne avec des manuels papier, et bah très peu. Parce que l'élève de sixième, vraiment, il vient avec sa maison sur le dos et il garde tout pour être sûr de répondre à toutes les attentes. Mais je trouve que ça invite à un petit peu d'indulgence et de mise en perspective, de se dire, OK, ça veut dire que c'est difficile pour lui, c'est un long apprentissage. Et en vérité, pour moi, ça prend un long moment du collège, tout ça, et pas l'année de sixième. Oui, c'est ça, parce que, et puis souvent, comme on disait tout à l'heure, il y en a qui ne sont pas autonomes, donc c'est les parents qui vont faire le Mmh, sac, et puis c'est l'enfant qui va dire, ah oui, mais tu as oublié de me mettre ça. mmh. Et moi, quand j'entends ça dans mon cabinet, je dis, bah, écoute, tu as un petit cerveau qui fonctionne quand même. Si tu y as pensé, tu aurais pu le faire. De commencer à dire, mais faites ensemble ou questionnez, mais arrêtez de faire à la place et de le déposséder de sa façon de penser et d'organiser les choses. Moi, je trouve qu'il vaut mieux se tromper parce qu'on s'en souvient après, que là, le mardi, j'ai oublié mon cahier de je ne sais pas quoi. La fois d'après, ça a toutes les chances de ne plus m'arriver, tu vois. De faire vivre l'expérience. Et puis de se dire que, moi je le dis aux familles, de se dire, bah, si j'oublie, j'oublie et qu'est-ce qui se passe après? Alors, bah, dans beaucoup de collèges, on a une petite croix ou Ouais. bon, voilà, mais quelle valeur a cette petite croix à la maison? Parce que moi, quand je vois des élèves pleurer parce qu'ils ont la petite croix, bon, bah, est-ce qu'on peut voilà, de se dire: «Ben, j'ai appris que si j'ai oublié, j'ai appris qu'il faut pas que j'oublie. Qu'est-ce que je peux faire?» Je regarde mon planning, j'ai des codes couleurs selon les matières, voilà, j'ai une carte mentale, un élève qui avait fait ça. Alors la branche de la carte, elle était rouge, le protège-cahier, il était rouge, tout était rouge, c'était anglais, mais ça l'aidait. C'était Oui, sa manière à lui de se souvenir. ouais, J'ai l'emploi du temps posé dans ma chambre sur mon bureau et surtout, oui, je fais mon cartable tout seul et c'est pas le parent qui fait le cartable parce que ouais. ouais. Sur la question, tu vois, tout à l'heure aussi, je voulais revenir là-dessus, sur la question des devoirs qui sont mis maintenant voilà, il y a Pronote, etc. Enfin, tous ces systèmes comme ça où on écrit moins. Donc, on s'approprie moins. Dernièrement, j'ai une jeune collégienne qui me dit, oui, mais voilà, le prof de maths a mis les exercices à 22h30 pour le lendemain. Je dis, mais dans ces cas-là, euh, tu as le droit de ne pas les avoir faits. Oui, mais je me fais disputer. Ben, je dis, ben non. À 22h30, logiquement, tu es au lit en train de dormir. Ou en tout cas, tu es en train de bouquiner, tu vas t'endormir. Mais tu n'es pas en train de regarder euh, sur, euh, sur les réseaux ce qu'il y a à faire pour le lendemain. C'est pas normal, ça. Ça Donc, il y a sera aussi un usage un peu abusif de ça, je trouve. Ça sera de moins en moins le cas parce que le confinement et tout ce qu'on a traversé dans la gestion de classe a ouvert toutes les portes de la connexion parce Ouais. qu'il fallait agir très vite, etc. Et là, c'est en train de se cadrer quand même un petit peu, de Oui, dire le prof, il travaille à l'heure qu'il veut sur l'espace de travail, mais c'est pas accessible pour l'élève. Et de dire oui, qu'effectivement, ça arrive encore. Si quelque chose arrive mais même à 20 heures, ben, en fait, non, parce que c'est très important
qu'un jeune ne soit pas qu'un élève et que donc à 20h, il soit en train de faire autre chose, de Ouais. s'amuser et puis de se déconnecter, sinon la charge mentale, elle est trop forte. Et ça, les familles le comprennent super bien, de dire, si vous recevez un mail à 20h pour le lendemain, etc., non. Mais je crois qu'on a tous un rôle à jouer. Et là, pour le coup, presque de protection, quoi, de se dire en début Bien sûr. d'année, de dire, moi, je dis aux familles, si vous m'écrivez à 22h, je ne vous répondrai pas parce que je suis déconnectée. Oui. Voilà, je suis Et ce droit à déconnectée. la déconnexion, il s'entend super bien quand tu es en entreprise. Il y a des entreprises, tu n'as plus accès au réseau à partir d'une certaine heure, c'est fini, tu n'as pas le droit de travailler pour respecter ce droit à la déconnexion, hein, dont on sait que c'est quand même un enjeu fort sur la question de la santé mentale au Bien sûr. travail. Ça devrait être exactement la même chose voilà, pour les Ça élèves. devrait être mieux Ouais. encore. Oui, Ils mais sont c'est vrai. très jeunes. Voilà. Oui, Et puis dans la déconnexion, il y a aussi, par exemple, tu vois, dans l'autonomie, de dire les familles qui écrivent un mail en disant est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous de dire non, il va venir demander le rendez-vous parce que c'est de lui dont on parle. Ça aussi, c'est un vecteur d'autonomie. oui, c'est ça, oui. Donc, la connexion, elle peut nuire un peu à l'autonomie et au bon curseur de on se déconnecte, on vit autre chose en famille, quoi. Oui, oui, exactement. Moi, j'aimerais bien revenir voilà, on se dirige vers la fin de notre discussion, mais j'aimerais bien revenir sur la question du le curseur de l'autorité, parce que au collège, c'est vrai qu'un enfant de 11 ans, on ne va pas avoir la même façon d'incarner sa fonction d'autorité Oui. qu'avec un élève qui en a 14, voire 15. Comment on responsabilise l'ado sans être vraiment dans un contrôle permanent? Et puis, quelle posture on adopte pour qu'il se sente grand tout en étant soutenu? C'est-à-dire qu'il n'est pas grand, on ne l'abandonne pas, mais voilà, on est là, s'il y a un cadre d'autorité, c'est comment? Comment on C'est le mot que tu viens de prononcer, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression, alors c'est une question qui est hyper intéressante et je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse, mais j'ai l'impression que les jeunes qui vont le mieux, ils sont dans leur rôle en questionnant, d'une manière ou d'une autre. C'est une infinie palette de questionnements. Moi je pense que plus le cadre est clair, mieux ils vont. Et plus ils peuvent déployer leur autonomie, leur envie d'expérimentation et leur pouvoir d'agir. Je trouve que ce qui nuit à ça, c'est quand le cadre n'est pas clair. C'est-à-dire quand on arrive à la bêtise ou à j'ai transgressé le cadre, et là, il y a une sanction qui tombe, il y a un conflit qui tombe. Mais est-ce qu'avant, ils savaient que la barrière était là? Parfois oui, parfois non. D'accord. En tant qu'enseignant, c'est important de dire, le cadre, c'est ça. C'est de lever Oui, la main, voilà, vous n'avez pas le droit de sortir, oui. de manière très claire et là, pour le coup, très sérieuse. Mais ce cadre-là, il doit faire sens. De dire, Mhm. moi, j'ai besoin que vous soyez là à l'heure parce que je suis responsable de vous. Si vous n'avez pas le droit de sortir, c'est parce que, voilà, vous êtes, on veille sur vous. Donc, ça ne doit pas être un cadre artificiel. Et plutôt qu'un truc un peu théorique de c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme ça, là aussi, le questionnement et le dialogue de dire, d'après vous, pourquoi? Mais ils Mhm. savent très bien le dire. Ils savent très bien dire, parce que si on n'est pas là, on peut être en danger. Enfin, on vit quand même dans une époque qui n'est pas très facile, mais ils Oui, en ont une cruelle conscience. oui. Et parfois, on pense que poser ce cadre très explicite, c'est une manière de faire peur parce que ça sous-tend le danger. Et moi, j'ai quand même l'impression que c'est le contraire. C'est de dire, Oui. vous voyez, à l'intérieur de ce cadre, vous êtes en sécurité, vous avez des tas de choses que vous pouvez faire. Et pour moi, poser le cadre d'autorité et le contrat, c'est à la fois dire, voilà, la limite, la petite barrière, elle est là. Mais Mhm. ça, c'est qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Mais la question qui est super intéressante et qui, pour moi, doit aller avec, alors là, ça marche à l'école, mais ça marche au cabinet, enfin, ça marche partout, c'est, et du coup, qu'est-ce que tu as le droit de faire à Mhm. l'intérieur? Qu'est-ce que tu peux faire? Au collège, c'est, j'ai le droit de me promener n'importe où, je peux aller jouer à ça, je peux aller faire ci. D'accord. Et ça, c'est très, très intéressant. Oui. Et parfois, ça leur permet de dire, j'ai le droit de faire ça aussi. Parce que dans le rapport aux collégiens, je trouve qu'on pense, enfin, nous, souvent, danger, cadre, etc., et contrainte, de dire, faut pas qu'il fasse ça, faut pas qu'il fasse Mhm. ça.
on pense rarement que peut-être lui, il va pas oser faire certaines choses. Oui, c'est ça, oui. Un exemple tout bête, il va pas oser changer de place à la cantine. Mm. C'est court, hein. Ouais, Mais ouais. bah non, le premier jour c'était comme ça, bah non, tu manges avec qui tu veux, et ça paraît des choses. Bien sûr, dans une vie d'adulte, ça paraît tout petit ça, mais Ouais. toutes ces petites choses font que ben je me déploie, mais je me déploie sainement parce que je vais pas aller avoir besoin de pousser, voilà. Et puis quand la barrière est poussée, qu'il y a des bêtises, parce qu'il y en a, il y a quand même toujours, c'est quoi le besoin derrière? Mm. Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que je voulais montrer? Les rapports, le truc du rapport social, hein. Souvent, Oui, quand je bien fais sûr. une bêtise, c'est que je me cherche une place, etc. C'est souvent parce qu'il y a une souffrance derrière nous. Mm. J'ai voulu prouver que je savais que c'était pas bien. C'est quand même rare, voire quasiment inexistant, qu'un jeune au collège dise bah, je savais pas. Oui. Ils savent. Mm. Euh, Ils savent qu'il ne fallait pas le faire. En revanche, parfois, l'explicitation de la conséquence, de dire, bah, tu vois, tu te retrouves en conseil, tu te retrouves en conseil de discipline, tu es Mm. sanctionné. On est tous d'accord pour dire que ça fait pas du bien. Ah oui, mais ça, je ne pensais pas que ça emmènerait jusque-là. Et donc, l'explicitation est vraiment d'un contrat de confiance. Et puis parfois, il y a des. Je pose la ligne là depuis tout à l'heure, mais il y a aussi des lignes qui sont un petit peu négociables. Mm. Euh, un jeune, alors quand on est dans le vivre ensemble, qu'on a un règlement de collège, bah, il y a un règlement. Quand on est dans un rapport individuel, le jeune qui va pas chercher le pain, qui choisit pas ses habits, bah, il va pas avoir les mêmes limites d'autonomie que celui Ouais. qui sait faire un repas tout seul et voilà quoi. Et ça, c'est aussi super important. Enfin, il me Et par semble que expérience, moi, je vois bien que ceux qui comprennent des règles très claires, euh, ils comprennent que le non est un non, mais où il y a du oui aussi. mm, Il n'y a pas que du on t'interdit de, t'as pas le droit, etc. Ceux où il y a trop de contraintes et c'est trop fermé vont essayer de faire péter le cadre. Et mm, ça va être un peu une adolescence explosive. Ceux pour qui l'équilibre est bon, c'est oui, je comprends que ça, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas encore l'âge, ou c'est pas possible, ou ça me mettra en danger. Mais d'un autre côté, on me dit oui pour plusieurs choses, eh bien, ceux-là ne vont pas avoir besoin d'aller jouer quelque chose. Ça va être beaucoup plus serein parce qu'ils sentent que ça les protège, que ce non-là les protège et que ce oui leur mm. permet de grandir. Il y a une discussion au cabinet que j'aime beaucoup, c'est sur la question du téléphone. Mmh. Quand on demande à un jeune, bah, du coup, le cadre pour toi, ce serait quoi avant de que le parent soit là? Mais souvent, ils sont beaucoup plus stricts que Ouais, ils vont dire, bah non, en semaine, etc., etc. Mais dès qu'on met un peu de flexibilité, comme tu dis, hein, un peu ouais. de oui, un peu de non, et surtout, enfin, il y a un truc, on voit bien, on voit leur visage s'ouvrir on va prendre en compte ton âge. Oui, On va se dire que bah voilà, sixième, cinquième, ça va pas être pareil. Et ça, c'est aussi important dans les fratries, bah, que tu vas pas te servir de ton téléphone de la même manière en fin de troisième qu'en sixième, c'est souvent le moment où le téléphone apparaît. Ça, ouais. c'est aussi super important pour eux parce que je pense que ça fait sens et puis que bah, on est là où ils sont, quoi, de dire ça va évoluer, le cadre, il va grandir avec toi et Bien parce que sûr. tu vas pouvoir t'installer dedans, quoi. Mais la Mmh. question du téléphone, c'est un exemple souvent assez parlant de ça. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pour conclure, donc si tu devais, s'il y avait qu'une seule chose à lâcher ou à tenir pendant toutes ces années collège pour préserver le lien, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu dirais qu'il est essentiel ou bien de laisser partir ou bien au contraire de jamais lâcher? Le truc à lâcher, peut-être la représentation qu'on se fait du collège de mon enfant. Oui. Mmh. Voilà. Qui souvent, on n'en a pas parlé, mais est quand même bien coloré du collège que j'ai vécu quand je suis parent. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, lâcher ces représentations, parce que le collège, c'est un chemin. Donc, de se dire, OK, on va vivre la sixième, on va poser nos valises au collège, puis on verra après. Donc, voilà, de lâcher les représentations. Moi, je suis enseignante depuis un bon moment maintenant, et je dis, alors vraiment à 100%, qu'il n'y a pas de trajectoire,
Il y a des élèves, on les a en 6e, on se dit, oulala, ça, c'est difficile, etc. On les retrouve en première, on se dit, waouh, enfin, il y a un truc, voilà. Il y en a d'autres, on a l'impression que le collège, ils arrivent, ils sont autonomes, ils ont déjà tout fait, et on les retrouve un peu plus tard, et bon, bah, finalement, c'est pas aussi waouh. Donc, il n'y a pas de trajectoire prévisible, et ça, c'est aussi pour rassurer les parents, parce que les parents sont super inquiets. Donc, lâcher les représentations, se raccorder au lien hors scolaire avec son enfant, de se dire, quand il est tout petit, j'adore le truc du crabouillage. Quand nos enfants commencent à dessiner, moi je suis maman aussi, hein, j'ai fait pareil. Il prend le crayon, il dessine un truc qui ressemble à rien. Et on se trouve ça super. Et on se dit jamais, il n'aura pas 18 en art plastique. On se dit jamais ça. Et pourquoi on se dirait pareil? Non, il va y arriver. Il y a forcément un chemin et forcément que tout ce que j'ai appris en psychopédagogie positive, ça n'a fait que nourrir ça. Mais il va forcément y arriver. Donc, lâcher les représentations. Et puis, le truc à garder, moi, vraiment, je m'accroche dans toutes les dimensions de ma vie aux 3 piliers de la motivation. Et dans ces piliers, il y a l'autonomie, donc je peux décider. Il y a le sentiment de compétence, je suis capable. Et puis, il y a je suis soutenue, le soutien social. Et je crois que dans tous les endroits, les enfants et les ados qui sont le plus en souffrance, c'est ceux qui n'ont plus de soutien. Et qui lâchent tout, en fait, qui sont à l'arrêt complet, parce que ça arrive, comme tu le disais tout à l'heure, de décrocher complètement et puis d'aller vers une santé mentale qui ne va pas bien. De dire, les parents ont un vrai rôle à jouer, les enseignants, chacun à notre place, les amis, bien sûr, mais de soutenir tout le temps, et de dire, il y a une manière de réussir. Moi, j'aime bien l'idée aussi de dire, si l'enfant n'est plus du tout motivé, s'il ne s'organise pas, ça c'est les élèves qui me l'ont appris, c'est parce que ça lui fait peur. Et donc, si je procrastine, si je ne veux pas m'y mettre, c'est que je ne me sens plus capable en fait d'y aller, parce que la nature d'un jeune, c'est quand même d'être curieux par nature, de vouloir Oui, c'est pas découvrir. d'être fainéant par nature comme on peut Non. entendre parfois, j'en connais Non, pas. moi je dis parfois aux familles, au collège ou au cabinet, des enfants feignants, j'en ai jamais vu en 25 ans J'en ai d'enseignement. jamais rencontré non plus. Il y a toujours une raison, et donc le truc à garder, c'est absolument le soutien. Et c'est vrai pour chacun des adultes que parfois ça demande, waouh, un super effort, quoi. De se dire, ouais, voilà, il m'énerve. Il devait travailler, il n'a pas bossé, on avait dit ça, il ne l'a pas fait, etc. Mais de revenir à ce soutien inconditionnel. Et c'est pour ça que je parlais du lien du début de la vie, parce que quand on est parent, ce soutien-là inconditionnel au début, il est là très facilement. Il va de soi, et puis c'est comme si on le perdait. Moi, je pense qu'on le perd aussi avec la pression sociale et le regard social, qui fait que tout d'un coup, notre enfant, on peut le voir moins beau qu'il n'est. Beau au sens général, hein, pas juste physique, mais de dire on y croyait à fond, c'était un émerveillement, et tout d'un coup, on perd notre émerveillement, on perd notre confiance, parce qu'on va être très, très perméable à tout ce qui se raconte autour. Donc, la préservation du lien, elle doit se faire dans les moments doux et dans la tempête aussi. Hein. Il y a beaucoup de peur de la part des familles. C'est pour ça que c'est un comportement qui est très compréhensible, mais de dire le truc à garder, c'est ce truc du soutien. Et ce n'est pas une question de temps. Ça, c'est important aussi à dire, de dire dans la journée de rentrer en disant comment tu vas? Comment tu vas? Et plus que tu as eu des notes. De ne pas mettre toutes les applis avec les notes sur son téléphone portable. Parce que les familles disent aussi très bien, je sais que ça ne me fait pas aller bien de regarder les notes des mamans ou des papas qui disent je suis au travail et je regarde les notes tomber en temps réel, quoi. Bon, c'est pas. Et d'un autre côté, le jeune dit très bien, mais je suis plus qu'un élève. Voilà, ça fait pas aller bien. Donc le truc à garder, c'est vraiment, vraiment ce soutien inconditionnel de l'enfant et pas que de l'élève. Le collège, c'est un chemin. Donc, on dit souvent ça aux parents, de dire vous allez voir un jour, ça s'arrête. Votre enfant ne sera plus un élève, mais si vous n'avez pas tissé une relation qui est une jolie relation en dehors, eh ben, qu'est-ce qui restera, quoi? Le jour où vous ferez peut-être le discours à son mariage, vous n'allez pas lui dire rappelle-toi en CE2, tu avais eu 5 sur 20, etc. Vous aurez tout oublié. Par contre, la relation qui s'est tissée, l'intérêt que vous lui portez et le fait que lui se sente soutenu, ça restera toujours tout au long de la vie.
vraiment jusqu'au bout. Ouais, et tu vois, je pense à la remarque d'une maman qui m'a dit une fois, très inquiète, mais qui m'a dit une fois, enfin en même temps, je m'inquiète, elle était débordée elle aussi par ses émotions, et elle me dit de son enfant, il serait à l'hôpital avec une jambe cassée et 3 mois immobilisé, on se poserait pas la question. Et je lui dis, bah, exactement. Ouais. On se poserait pas la question, mais la pression sociale, la pression scolaire aussi, tout ce Oui. qu'on véhicule, je pense à Parcoursup, je pense à tout un Ouais. tas de choses qu'on pourrait dire autrement, hein. On pourrait dire que Parcoursup, c'est Oui. un super outil d'exploration pour s'orienter, Bien etc. sûr, oui, oui. Mais c'est pas ce qu'on entend, ça facilite pas la vie des parents, vraiment. Et que parfois le regard, il est biaisé par cette peur, mais de revenir au soutien et de se dire que ce soutien, c'est la base de la motivation, vraiment. Enfin, moi, Et c'est je vrai que nous, l'observe. notre rôle en psychopédagogie positive, c'est de redonner de l'espoir aux parents, de remettre de la légèreté, de mettre à distance pour que ça respire plus large. Parce que la difficulté, elle va pas être éternelle, quoi. C'est Non, pour le moment, quoi. non, et ils ont Super. ça de magique, de Ouais, parfois, ça revient et pouf, ils ouvrent leurs ailes comme des papillons et voilà. exactement. Non, ouais, Exactement. Génial. Merci beaucoup, Sandra, pour cette avec discussion. joie. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez continuer à suivre donc la suite, puisqu'il y aura les lycées, jeunes adultes, les seniors, les pensées visuelles. Il y a plein d'autres choses très intéressantes que vous allez pouvoir découvrir tout au long de ces rencontres. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine rencontre. Et Sandra, à bientôt. Au revoir, merci beaucoup.